Bonjour et bienvenue à notre 5e collab du balado cybercitoyen et Polysécure, les balados sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper et Nicolas Loïc. Allô, ça va bien? Oui, ça va. On a pris un petit break, là. On a sauté une semaine, toi et moi, Catherine. Fait que ça fait du bien de se remettre dans le beat, là. Les mains dans la pâte. Aller dans la vie, nous, ça fait un mois, puis on suit le beat, fait que on est dans le même aliment. Et on a même eu un enregistrement spécial, justement, parce qu'on avait le 600e qui était enregistré entre les deux, dans lequel vous avez été 2 collaborateurs à laquelle vous avez mis votre graisselle, et c'était vraiment chouette comme épisode global. Oui, c'est le fun. Je pense que c'est le premier panel de Polysécure que je vois où c'est pas la faute des médias, la conclusion du panel. Fait que c'est quand même le fun. C'était rafraîchissant, j'ai trouvé. Comme. Mais on avait quand même notre journaliste sur le chose, justement, parce qu'on avait notre victime, notre coupable de service qui était quand même présent malgré tout. Ouais, au cas où. Mais oui, on devrait faire ça plus souvent. C'est super intéressant comme concept, ce genre de panel-là. C'est cool. Donc, l'émission d'aujourd'hui, on a 2 sujets à vous présenter. Je propose qu'on embarque déjà dans le premier. Donc, une grosse nouvelle là, qui est tombée récemment par rapport à Copilot, cet outil magique là, qu'on nous pousse un peu dans la gorge dans la plupart des organisations, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe avec Copilot? Essentiellement, c'est le volet M365 de Copilot qui est visé dans ce problème-là. C'est vraiment spécifique à cet élément-là, étant donné que cet agent-là est capable d'indexer l'ensemble de ce qu'on a, notre contenu personnel dans mon environnement, mes courriels, mes documents, mon OneDrive, mes SharePoint. Donc, il est capable de faire ce genre de choses-là. Et ce que des attaquants ont réussi à trouver, c'est d'injecter des informations dans un document qui sont invisibles à l'œil humain, mais visibles par l'agent d'indexation de Copilot, en l'occurrence. Et dès lors, quand que Copilot répond à une requête, ben, comme il va passer à travers l'information, il va voir les informations cachées. Et ces informations cachées-là servent essentiellement à donner des instructions à Copilot d'exécuter des tâches qui ne sont normalement pas autorisées. Envoyer un courriel avec de l'information sensible, peu importe ce que c'est, mais c'est un peu le volet agentique qui est en ciblé dans l'occurrence. Donc, de faire utiliser cette façon-là d'opérer pour mettre un geste différent. Microsoft a corrigé le problème spécifique à ce bug-là. C'est, à mon avis, c'est pas le premier qu'on voit, mais c'est le premier qui est aussi diffusé que ça et aussi tangible que ça pour la plupart des gens. Et j'ai l'impression qu'on va en avoir plein d'autres parce que le volet agentique qui s'en vient, c'est-à-dire cette espèce de module AI qui agit en notre nom, qui exécute des actions entre notre nom en faisant plusieurs tâches et là, en l'occurrence, en exécutant des éléments. Et sera toujours susceptible à cet élément-là où il y a des instructions cachées qui sont là et qui va de façon un peu stupide parce que, tu sais, le mot intelligence artificielle est pas tout à fait exact sur ce que c'est vraiment. C'est vraiment un agent, un module statistique qui exécute ce qu'on lui donne. Donc, si il voit des instructions, ben il va les exécuter comme s'il était légitime. Puis ces instructions-là sont envoyées comment? C'est quoi? Disons que moi, je suis le méchant. Je t'envoie un courriel, puis dans ce courriel-là, il y aurait des instructions cachées. En blanc, par exemple. Oui, des instructions, disons, écrites avec un texte écrit en blanc ou avec une taille de police de caractère qui est trop petite pour que je puisse voir. Mm-hmm. Fait que pour l'humain, cette information visuellement elle est inaccessible parce que nos yeux humains ne permettent pas ça. Cependant, quand la machine va arriver dessus, donc quand Copilot va passer dessus, il va les voir, il va les interpréter comme étant ce que c'est. Donc, ça dit, si tu me poses telle question, fais telle action, mais quand Copilot va passer dessus, ben il va exécuter telle quelle l'information qui lui est passée comme étant un prompt ou une façon d'injecter un prompt sans que la personne s'en rende compte. Okay. Donc, sont très susceptibles à ça parce que, tu sais, puis on revient toujours au fait que c'est pas super intelligent, ces bébelles-là. C'est vraiment des agents statistiques. Et quand on leur donne tant de pouvoir que ça, puis moi, c'est mon inconfort très grand par rapport à cette technologie-là, c'est que je transfère ma capacité d'action à
tiers robotisé dans lequel j'ai pas confiance sur sa capacité de faire la bonne action, d'être capable de discerner le vrai du faux, les vraies informations. C'est assez inquiétant ce qui en est. Et ça va plus se propager. Là, c'est un modèle d'attaque qui a été fait sur Copilot. Et le Gemini, Claude, ils vont tous y passer un après l'autre parce que si on ouvre la boîte de Pandore avec un, c'est sûr qu'on va viser les autres. C'est inévitable. Ouais. Et alors, chacun va devoir courir après les nouvelles façons que les attaquants vont trouver pour tromper l'agent ou tromper les méthodes de protection que ces compagnies-là vont mettre en œuvre pour que l'agent ne tombe pas dans le piège. Fait qu'on va trouver d'autres façons. Un peu comme le prompt injection, tout ce que les gens ont réussi à trouver à l'heure actuelle pour faire que ces agents, que le AI fournisse la recette d'une bombe ou toutes ces façons-là de contourner, ben on va faire la même chose avec ces agents un peu plus automatisés qui vont exactement dans le même univers. Donc, on est en train de se créer des problèmes. Puis pour les gens qui ont peur de l'intelligence artificielle générale, là, c'est celui qui va contrôler tout. Je pense qu'on a des problèmes beaucoup plus importants avant qui va nous affecter, qui va détruire la société avant que Terminator débarque puis qu'il vienne nous tirer partout. À mon avis, je pense qu'on va se blesser avec cet objet-là bien avant que l'objet soit capable de nous attaquer de son propre chef à ce moment-là. Mini-question. Vas-y, Catherine. Mini-question par rapport à ça, parce qu'essentiellement, c'est une attaque zéro-clic. Est-ce que ça touchait le copilote juste en mode corporatif? Est-ce que ça touchait les copilotes individuels qui étaient un peu imposés là, si on a Microsoft 365? Ça touche le copilote de type RAG, c'est-à-dire que le copilote qui est capable d'aller puiser son information de réponse dans des documents qu'il a accès. C'est pour ça que le copilote M365, celui qui est la grosse version qu'on peut avoir quand on a un tenant M365, est là parce que lui est essentiellement un RAG, c'est-à-dire qu'il va puiser dans mes documents personnels, incluant mes courriels, l'information pour répondre. Donc, j'utilise ça comme ces informations comme une base de données. C'est pour ça que c'est un retrieval comme le RAG est placé. Donc, du moment qu'on trouve dans un univers comme ça, on est contraint. Si on prend une version plus allégée, ça voudrait dire qu'on prendrait un document qu'on n'a pas produit, qui a été produit par un tiers, qu'on soumet à l'agent et que cet agent-là va le lire et que l'attaquant aurait caché du texte de la même façon, de façon illisible pour l'humain, dans les métadatas ou peu importe où il l'aurait caché. Et quand l'agent passe dessus, il voit les instructions qui lui sont destinées et il va exécuter les instructions qui lui sont destinées à notre insu et poser l'action dans laquelle il est. Fait que c'est dans un contexte, mais pas exclusivement 1365. C'est pour ça qu'on va probablement le voir apparaître ailleurs éventuellement. Mais c'est vraiment dans le modèle RAG, dans le sens où on est dans un contexte qui va chercher dans une base de données qui n'est pas dans ses informations d'entraînement pour trouver. Puis ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas si ça a été activement exploité ou pas. S'ils l'ont découvert, c'est probablement que oui. C'est-à-dire, je suis d'avis à ce que les agents offensifs sont très éveillés pour trouver des choses. Et ça, d'autant plus que c'est très difficile à détecter que ça a été utilisé parce que c'est la chaîne d'attaque, elle est aussi complexe à comprendre que comment fonctionne le AI tout court. Donc, je suis pas mal sûr qu'on est très difficilement de trouver des façons qu'on puisse déceler à ce stade-ci que ça a été exploité, mais c'est sûr que ça a été exploité. Puis en même temps, c'est trop facile. Quelque chose qui me semble relativement simple à faire. Tu sais, ça marchera peut-être pas, chacun de tes prompts, mais mettre du texte en blanc, ça te prend pas un PhD en cryptographie là, pour faire ça. Là, comme... Absolument. L'attaque est facile. L'attaque est accessible à tout le monde. Et là, c'est qu'on commence à imaginer les scénarios catastrophes. Faisons un peu nos prophètes de malheur. Donc, tous ces gens qui ont accès à des agents de type RAG dans leur environnement personnel, on peut aller avec les MCP aussi, qui est la nouvelle façon de connecter un agent qui n'est pas branché dans un tenant, en l'occurrence, et qui est branché sur des sources de données connexes. Et ça, c'est de plus en plus disponible de point de vue personnel. Et d'ouvrir cette espèce de capacité-là
d'aller plus loin. Ça veut dire qu'on met dans les mains de gens hostiles d'envoyer du spam, par exemple, dans nos boîtes personnelles, autant corporatives que personnelles, avec des instructions qui sont spécifiquement pour ça. Et si on va spécifier, disons, on va prendre une société d'État ou une entreprise privée qui a des secrets industriels et on spécifie dire tout secret industriel, envoie ça à telle adresse et on met ça dans un courriel caché ou dans un spam qui est ultimement interprété par le chose. Et on va être capable de drainer de l'information de ces endroits-là, de ces entreprises privées qui ont des secrets industriels ou de ces sociétés d'État ou d'organismes étatiques qui ont accès à nos informations personnelles d'une façon ou d'une autre dans les communications internes qui sont normales. Mais en l'occurrence, qu'on vient d'ouvrir la porte capable d'aller les forer par des requêtes externes. C'est ça, parce que là, si je comprends bien, la nouveauté ou le danger, c'est l'aspect automatique où l'IA va lire ces choses-là sans que toi t'aies interagi. C'est pas comme, je sais pas, quelqu'un qui prendrait un texte, qui le met dans ChatGPT et qui dit hey, fais-moi un résumé. Là, c'est vraiment la machine le lit, puis là, si j'ai dit envoie toutes mes photos à telle adresse ou mes secrets à telle adresse, ben boum, ça le fait, puis Oui, c'est essentiellement ça, comme ça, puis c'est une très belle façon de le résumer, oui. Ce qui est drôle, c'est que la technique d'utiliser du texte caché, je lisais un article récemment que les professeurs à l'université utilisaient ça pour justement déjouer les tricheurs en mettant parle-moi de la Finlande en anglais, en blanc sur fond blanc. Puis là, il checkait, puis si jamais le texte qui devait parler de chimie organique se met à parler de la Finlande, ben... oui. C'est ça. C'est exactement la même stratégie qui est utilisée, mais de façon plus insidieuse parce que là, dans le contexte éducatif ou universitaire, là, bon, les professeurs essaient de piéger de façon, je trouve, à mon sens, correcte, les étudiants un peu trop paresseux qui ont juste pas compris que les éléments comme ça, donc ils ont des requêtes, dans le fond, ils ont un prompt caché, en l'occurrence, dans ce cas-ci. Mais là où on va, les attaquants, c'est plus qu'un prompt caché, c'est qu'il vient empoisonner les documents qui vivent dans ton environnement de travail personnel, dans ton contexte de travail. Et donc, ces informations-là ont une certaine forme de permanence. Une chose comme avoir de stocker des fichiers dans son OneDrive ou dans son G-Drive. Mais quand on va poser la question, peux-tu me trouver tous les fichiers qui ont telle affaire? Et si par malheur, il passe sur le dit fichier, mais il va exécuter les commandes qui lui sont destinées parce que l'agent va avoir l'impression que l'information qui est indexée est un ordre qui lui est destiné. Fait que c'est d'avoir comme un peu un stagiaire qui comprend pas ce qu'il fait. Puis il lit un document, puis il pense que les instructions qui sont données sur le document sont des instructions qui sont spécifiées à lui, donc exécute ce qu'il voit dans le document. C'est une excellente description de ce qu'il y a, ça, un stagiaire qui sait pas ce qu'il fait. Je veux dire, c'est principalement ça. Oui. Mais moi, ça fait juste penser à un autre truc que j'avais lu par rapport à Copilot. Je pense que c'était il y a un mois-ish, où est-ce que il y avait des chercheurs qui avaient réussi, en fait, à faire que l'IA allait chercher des fichiers de mots de passe dans SharePoint qui normalement sont pas accessibles, mais l'IA peut comme contourner puis agir comme un agent qui est reconnu parce que c'est Microsoft qui fait la demande, fait que c'est une demande légitime. Puis ça fait que ça contourne tous les protocoles de sécurité parce que c'est une demande qui provient d'une source légitime. Moi, ça me fait paniquer un peu. J'ai l'impression qu'on a juste comme ouvert une boîte de Pandore de risques puis d'enjeux là, sur... Oui. Je pense qu'on est trop aveuglé par la brillance de l'objet qu'on a devant nous et on ne Quelle brillance! C'est une traduction libre de Shiny Object. Ouais, genre, mais je sais, mais dans le sens de... J'ai l'impression que... Puis là, moi, je vous parle en tant que personne qui enseigne. Ça fait pas des choses brillantes, là, de l'IA. Parce que la qualité du contenu, il est pas tant... comme c'est quoi la plus-value concrètement d'ouvrir cette boîte de risques-là pour... Oui, puis au niveau entreprise, je comprends pas pourquoi on se précipite à cette vitesse-là et sans aucune considération par rapport à ça, justement par des problèmes comme ça. Le problème que tu mentionnais, c'est un problème de barrières de sécurité qui ont été mal déployées parce que
on ne comprend pas encore complètement comment ça fonctionne. Même Microsoft comprend pas encore comment ça fonctionne et on met dans les mains des gens des produits qu'on peut qualifier de bêta, de produits non finis et qu'on les fait tester ces produits-là à notre place. Et là, ce qui est un peu plus, en mon sens, un peu dérangeant, c'est qu'on le dit pas aux gens que c'est des produits qui ne sont pas des produits de grade entreprise ou qui sont finis et qui sont des produits à l'essai. Fait que si on le disait aux gens, hey, c'est un produit à l'essai, fais attention, les gens seraient probablement beaucoup plus prudents, déploieraient pas. Mais en même temps, si on regarde la quantité d'argent qui est injectée dans ces systèmes-là, l'intérêt financier de faire prétendre que c'est à peu près tout et n'importe quoi, que c'est meilleur, que c'est la meilleure invention que le pain tranché, elle est très forte pour ces entreprises-là, incluant Microsoft, incluant Google, incluant tout le monde, parce que ça sert à attirer l'argent pour financer ces recherches-là. Fait que là, on est dans un contexte où on est tiraillant entre les deux. Et comme tu dis, ben non, c'est excessivement dangereux parce que on ne maîtrise pas ce que ça fait. Même si ça fait des belles choses, puis je veux faire un crush sur l'enseignement parce que je donne encore des cours jusqu'à la fin du mois. Et la façon que j'ai de gérer ça, parce que je gère de façon différente que de ce que la plupart des profs ont l'air de faire, c'est que j'oblige mes étudiants à parler de leur projet en classe, devant tout le monde, puis d'expliquer pourquoi on fait les choix qu'ils ont fait. Donc là, on les amène dans un contexte où là, l'intelligence artificielle vient, puis là, c'est là où on voit rapidement les gens qui l'ont utilisé. Et il le voit devant tout le monde. Puis là, je le fais pas en surprise. C'est pas une surprise. Ah, jour au lendemain, vous avez présenté. On va en parler devant tout le monde. Fait que si vous êtes pas capable de vous retenir d'utiliser l'intelligence artificielle, bien, vous allez devoir le montrer devant tout le monde que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour faire votre travail, des choses comme ça. Donc, de démontrer l'incapacité d'aller plus loin. Avec, comme copilote, ça, est-ce que, j'imagine que c'est pas quelque chose que l'individu peut éteindre? Comme par exemple, je travaille dans une boîte là, qui a décidé, qui déployait copilote. C'était pris avec, là. Oui. T'es contraint avec la décision d'entreprise. Heureusement, j'ai aucune place où je travaille qui l'ont activé. Seigneur, je suis sauvé pour le moment. Et s'il m'offre le choix, je vais refuser systématiquement. Et où ça va amener au fait que ça va changer ma façon d'utiliser mes courriels, d'utiliser mes documents. Parce qu'à l'heure actuelle, je suis assez libéral sur le stockage de ces informations-là parce qu'il n'y a pas de conséquences. C'est du moment qu'on arrive dans un contexte où il y a un enjeu potentiel, ben je vais basculer à extraire les fichiers, les mettre dans les courriels dans des PST, arrêter de stocker dans OneDrive, c'est parce que je vais avoir une inquiétude réelle que ça puisse se tourner contre moi d'une façon ou d'une autre, ce genre d'outil-là, au-delà de ça. On dit ça, mais c'est rendu pratiquement omniprésent. Là, même dans mes outils personnels, les mises à jour ont été forcées. J'ai volontairement choisi un téléphone comme pas le Pro parce que le Pro venait obligatoirement avec, mettons, le Gemini, puis le modèle en dessous venait pas. J'étais comme, ah cool, le modèle en dessous me forcera pas à utiliser Gemini. Puis ils sont comme, ah surprise, finalement on vous donne Gemini à tout le monde. Puis j'étais comme, non, donnez-moi pas Gemini, j'en veux pas. On peut pas faire une recherche Google sans avoir. C'est comme, c'est rendu omniprésent. Là, ils sont sur toutes les plateformes, c'est intégré. C'est comme si on peut plus se sauver de l'IA quasiment là. Puis je sais pas, peut-être que, tu sais, je pense que je suis un peu dans une bulle parce que, tu sais, au niveau réseau social, je suis un peu sur Blue Sky, qui a quand même un penchant assez anti intelligence artificielle, je dirais. Tu sais, c'est pas très pro IA en général, les commentaires. Puis peut-être aussi c'est les gens que je suis qui sont un peu plus comme ça. Ou en tout cas très critiques de cette technologie-là. Mais il y a quand même, j'ai l'impression, j'ai rarement entendu des employés me dire, hey, depuis que j'ai ça là, à mon bureau, là, c'est fou, là, ça va vraiment mieux. Et c'est quand même, je sais pas, un peu comme tu disais, là, l'incitatif financier vient d'ailleurs ou que c'est ceux qui développent l'IA qui sont aussi ceux qui nous vendent les services de courriel et de bureautique et tout ça, qui sont un peu à la recherche d'une façon de monétiser les investissements faramineux qu'ils ont faits
avec un produit qui répond pas vraiment à la promesse. En tout cas, je me trompe-tu ou c'est-tu... Moi, je te dirais que ça devient de plus en plus un truc de friction où est-ce que je me rends compte que les projets, les trucs qui sont me demandés, les collaborations, ce qui m'est retourné est de l'IA de plus en plus. Puis ça paraît, c'est évident. La traduction a été faite avec l'IA, le résumé a été fait avec l'IA. Le courriel a été écrit avec l'IA, c'est de plus en plus comme des échanges où est-ce que tu vois que le feed au complet, c'est 4 réponses clairement d'IA. Puis il n'y a personne qui prend le temps de lire les courriels, c'est juste l'IA répond à l'IA qui répond à l'IA. Moi, je le vois de plus en plus. Puis tu parlais plutôt que tes étudiants, tu leur fais faire des oraux. Je confirme que j'ai des petits étudiants que je soupçonne fortement de lire un texte qui a été généré par l'IA à leur oral. Puis ça se ressent encore une fois dans la façon que c'est mentionné. Moi, je le vois, puis il y a beaucoup de gens qui ont l'air de me dire d'être vraiment vendus. J'ai des gens qui sont... Puis là, moi, c'est peut-être l'écosystème, justement, parce que moi, dans mon ancienne carrière, j'étais en marketing. Fait que les gens qui sont vraiment hype sur l'IA, qui pensent que ça va révolutionner le monde, que c'est la solution à tous les problèmes, sont vraiment dans mon écosystème encore. Puis je le vois, là, ils sont enthousiastes, ils vantent les avantages, de comment ça leur change leur vie, comment maintenant ils ont le temps de mettre leurs enfants au lit parce que l'IA leur a sauvé des heures de travail, avec les grandes histoires qui sont très clairement générées par l'IA. Les emojis puis les M-dash. Mais pour moi, je vois juste des gens qui sont extrêmement enthousiastes à un point tel où est-ce que des fois, moi-même, je me questionne de est-ce que je vais être left behind si je m'y mets pas activement parce que tout le monde se sert de l'IA. Mais c'est fascinant, ce genre de choses-là, puis c'est juste cette course-là, à quel point les gens sont hypnotisés par ce que c'est. Je l'utilise, le AI. Ça, je m'en cache pas, je l'utilise, mais j'utilise pour amplifier ma capacité, pas me remplacer. Puis ce que tu mentionnes, puis j'en ai vu des courriels, sur ça un courriel, puis tu fais comme man, ça a été vraiment écrit juste par du AI. Là. Il n'y a aucun humain qui a passé sur ce courriel-là, mais 0 puis une barre, puis c'est tellement louche, je fais comme je me sens pas interpellé, là, tu le sens. Ça, c'est comme coupé, puis c'est comme d'oublier qu'on est des humains et que la touche humaine qu'on a à travers les communications, notamment les courriels, c'est un bel exemple, c'est nécessaire. Dans tout ce qui est communication, là, je suis sur LinkedIn, c'est que la seule plateforme que je suis vraiment. Il y a beaucoup de gens qui vont déchirer leur chemise sur oui, c'est ça, il y a trop d'AI. Oui, effectivement, il y a vraiment trop de bruit AI qui est là, de gens qui font juste exister parce qu'ils amplifient. Ils n'auraient jamais fait du contenu comme ça avant. La différence, puis si je prends mon exemple, c'est que je produis, oui, ça accélère. Disons, je vais prendre l'exemple du podcast. Je serais pas capable de faire des résumés et des choses comme ça à cette vitesse-là. C'est juste humainement impossible. Puis monétairement parlant, je n'ai pas l'argent de payer quelqu'un pour faire ça. Fait que je prends des raccourcis, je les assume. Je fais pas genre c'est la meilleure solution depuis le plein tranché. Ça me permet d'aller plus loin que ce que j'aurais été capable normalement. Mais je demeure que je relis tout. C'est réécrit. J'enlève les maudits signes qui sont typiquement AI parce que ça m'énerve. Fait que déjà là, j'enlève tous les symboles AI parce que je prends le temps. Fait que tu sais, somme toute, au lieu de me prendre une journée de travail pour faire un post LinkedIn qui fait la promotion du podcast, ça va me prendre 1 heure. Mais j'ai pris 1 heure quand même. Ça m'a pas pris 2 minutes. Je pose puis bye, c'est fini. Ça m'a pris quand même 1 heure parce que j'ai fait un contrôle qualité minimale. J'ai réécrit à ma saveur, j'ai fait des affaires et c'est ça. Donc, c'est pas, ça me remplacera. Moi, je vois pas que ça va me remplacer. Tu parlais comme les oraux, c'est la même chose. Puis même les oraux, moi, sont pas genre, viens me faire ça. Moi, je pose des questions. Tu sais, OK, tu m'as présenté ça. Ça, c'est pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ce choix-là? Pourquoi tu as fait ce choix-là plus que ce choix-là? Là, on les prend les étudiants dans un contexte où tu les ramènes à la réflexion. Puis ça fait plusieurs cours j'ai fait. Là, il y en a certains qui cassaient encore. Je dis, le prochain cours, je m'attends à ce que tu me répondes. Je te laisse un sursis, mais le prochain cours, tu passeras pas droit. Devant tous les étudiants, tu vas devoir montrer que c'est comme ça.
publiquement, tu vas montrer que tu maîtrises rien puis que tu as juste comme glandé pendant tout le temps. Mais après ça, ça me regarde plus. Ensuite, je vais te noter en conséquence que tu as glandé. Fait que genre, tu vas avoir un G comme glandé. Fait que, tu sais, ça va aller là. G? Non. Je sais comme peut-être que le système français est différent. Mais non. Ça me fait penser, tu sais, justement, dans le milieu du marketing, là, en ce moment, il y a comme un gros scandale là, de l'utilisation de l'IA pour la publicité de Trévi. Où est-ce que l'agence n'a pas nécessairement déclaré en amont qu'il avait utilisé l'IA pour composer la chanson du spot publicitaire. Puis, tu sais, le spot publicitaire, dans le fond, avait des phrases un peu weird. Fait que le pub commence à rouler, puis il y a des phrases genre « Le ciel, elle est bleue ». Mais en fait, tu peux pas éditer une chanson dans ce format-là. Tout est comme pogné ensemble. Fait qu'il a fallu comme qu'ils réenregistrent avec des humains, etc., puis qu'ils refassent la tune. Mais le point de genre ce scandale-là, imagine, tu charges ton client un job qui va être fait par un humain, puis finalement tu l'autogénères par l'IA, avec potentiellement des conséquences graves. Il aurait pu avoir des trucs de copyright éventuellement, il aurait pu avoir des enjeux. Là. Tu sais, là, le ciel, elle est bleue, c'est cocasse à la limite. Mais il aurait pu y avoir d'autres trucs vraiment plus graves qui se disent dans des paroles de chansons qu'on n'a pas nécessairement analysées en profondeur parce que... Fait que, ouais, je sais pas, ça regarde pas bien pour la qualité des choses dans les années à venir. Ce qui est honteux, dans l'occurrence, c'est qu'il a probablement chargé le plein prix sans faire le contrôle qualité minimal qu'on pourrait s'attendre dans une production dans laquelle probablement qu'ils ont payé pour avoir. Et ça, c'est l'endroit où ça m'achale. Parce que le fait que je sois capable de produire 2 fois plus de documents ou que de contenu, mais que je charge toujours le même prix, ça me dérange pas en tant que tel, dans le sens où, bon, comme je travaille 2 fois plus vite, ben ça leur coûte 2 fois moins cher, par exemple. Mais je travaille quand même. Mais là, ces firmes-là chargent probablement le même prix en pensant qu'ils ont fait la passe parce qu'ils ont utilisé l'AI pour faire de l'argent par-dessus sur le dos du gars. Ça commence à m'achaler grave. Et c'est là où on s'en va, c'est que la paresse humaine, elle est telle que c'est ça qui va mener à la chute. Puis on parlait quand je parlais que l'intelligence artificielle générale ne sera pas ces Terminator va pas arriver. On va chuter parce qu'on est trop paresseux pour faire la vraie job. C'est ça la chute de l'empire occidental, ça va être ça. C'est idiocratie. On va chuter parce qu'on va juste s'asseoir à la maison, on va manger, on va boire du. C'est WALL-E. Ouais, ou WALL-E aussi. Il y a WALL-E au sens où on va être dans un vaisseau qui est géré par du AI, mais ça, c'est parce que là, on a une intelligence générale, où on va être comme dans l'idiocratie. On va être juste une gang de dos un peu stupide qui veut juste, genre, je veux de l'argent, puis je vais prendre du Brando parce que c'est meilleur, ça a des électrolytes parce que puis je prends pas de la vraie eau parce que de l'euro, c'est les toilettes. Fait que, tu sais, genre, c'est comme, on va embarquer dans cet univers-là, puis ce qui est malheureux, là, puis ce que tu relates, puis ce que je vois également, on s'en va vers ça parce que les gens ne veulent pas chercher. Les gens vont se fier que seulement ce qu'ils reçoivent, ils se font alimenter par le AI. Puis c'est pas Terminator qui va venir nous tirer, ça va être juste nous qui va s'écrouler sur notre paresse. C'est vrai que tu parles d'électrolytes parce que c'est une grosse tendance santé en ce moment sur Instagram. Tu checkes ça dans les... sport, mais comme dans la vie de tous les jours de consommer des électrolytes parce que c'est mieux que l'eau. Oui, c'est mieux, mais tu iras voir dans Idiocratie le film. Je sais. C'est exactement ça qu'il fait. Ils contiennent électrolyte. Là, tu fais comme, fait que toute la société est basée sur le message publicitaire de ce qui est une parodie de Gatorade essentiellement. C'est le Brando. Fait que tu sais, c'est juste ça. Fait que c'est juste parce que c'est sur un message publicitaire, tout le monde, it contain électrolyte. Fait que tu sais, genre dans les abreuvoirs, c'est juste du liquide de sportif que t'as. Fait que tu sais, c'est comme, mais c'est déjà beaucoup ça dans notre société. Il y a tellement de choses culturelles qu'on prend qu'on pense que c'est la tradition, c'est ce qui a toujours été. Puis dans le fond, si tu remontes assez loin, c'est un message publicitaire. C'est déjà ça. Les diamants et Noël, c'est de la publicité qui est faite qu'on en parle maintenant, que c'est devenu quelque chose. Ça n'existait pas avant la publicité, ces deux choses-là. C'est fou. C'est complètement fou. Les diamants est une invention marketing pure et dure. Ça n'avait aucune valeur avant qu'ils décident par la publicité d'en donner. C'est récent, là. Ça fait moins de 100 ans.
Pour ceux que ça l'intéresse, le livre No Logo de Naomi Klein est super intéressant sur ce sujet-là, de justement comment notre culture a été profondément impactée par le concept de branding et de marketing. Il y a définitivement une lecture qui ouvre grand les yeux, puis même si ça a été écrit un bout, c'est encore très valide dans les temps modernes, je trouve. Je pense encore plus que ça l'est. Je pense qu'on est dans un monde d'accélération de ces éléments-là. Des micro-trends, des changements. Ouais, les modes changent tellement vite. On fait juste regarder à quel point sur LinkedIn, les experts changent au gré des modes. Maintenant, c'est rendu, on parle de souveraineté numérique. Là, c'est rendu, tout le monde est un expert de souveraineté. Il y a quelques mois, c'était en Gen AI, tout le monde était expert en Gen AI. Si on monte un peu en arrière, fait que on parle de mois, là, on parle pas d'années ou de décennies de changements. En quelques mois, pouf, les experts changent de domaine, puis maintenant, ils sont champions dans un domaine il y a un mois, ne maîtrisaient même pas, qui n'ont aucune connaissance. C'est terrible, hein? C'est correct, t'as juste besoin de demander à Copilot. Oui, c'est vrai, il va me sortir un texte de genre LinkedIn dans lequel j'aurai l'air d'un expert dans le domaine, peu importe lequel domaine s'en vient devant moi. Je pense que c'est un bon rant overall sur l'IA. Je propose qu'on passe à notre deuxième sujet. Sam, tu nous racontais un peu le pré-podcast, justement, tout ce qui se passe au niveau du projet de loi C4? Ben oui, c'est ça. J'ai travaillé là-dessus aujourd'hui. L'article n'est pas encore sorti. Fait que là, je vous en parle avant la publication de l'article qui devrait apparaître sur le site web de Pivot incessamment. Là. Disons que l'histoire est encore en cours, fait que je ne sais pas. Spoiler alert, je ne sais pas encore comment elle se termine, mais en gros, le gouvernement de Mark Carney a déposé le projet de loi C4 qui est intitulé « La loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens ». Puis, les 3 premières parties du projet de loi, ben, c'est des mesures d'abordabilité un peu auxquelles on peut s'attendre. Là. Fait qu'il y a des baisses d'impôts, il y a la fin de la taxe carbone pour les particuliers, puis il y a aussi un truc où ils vont rembourser la TPS si tu achètes une nouvelle maison neuve pour la première fois que tu achètes une maison, puis si elle est neuve, ils vont te rembourser la TPS. Okay. Puis là, après ça, tu as une partie qui fait un peu moins abordabilité. Parce que je comprends pas trop comment ça va faire qu'on va avoir plus d'argent dans nos poches, parce que c'est une partie qui vient modifier la loi électorale du Canada pour, en gros, soustraire les partis politiques fédéraux aux lois de protection des renseignements personnels. Fait que la loi dit que les partis politiques, leurs bénévoles, tous les gens qui travaillent pour eux ou en leur nom, peuvent exercer toutes les activités avec les renseignements personnels, sans aucune restriction. Puis que personne ne peut les obliger à se soumettre à des lois provinciales. Donc, par exemple, en tout cas, la loi 25 ne s'applique pas aux partis politiques, mais dans la loi électorale, il y a comme certaines provisions de la loi 25 qui s'y appliquent, mais il y a quelques-unes qui s'y appliquent pas. Là. Il y a comme elle s'applique en partie, disons. Il y a juste en Colombie-Britannique où la loi provinciale de renseignement, c'est la PIDA, Personal Information and Privacy Act, PIPA. Une explication, ben, c'est probablement l'explication pour laquelle ce projet, ils ont glissé ça dans le projet de loi, c'est que en 2022, le commissaire à la vie privée de la Colombie-Britannique a dit que les partis fédéraux aussi fallait qu'ils suivent la loi provinciale. C'est pas parce que tu es un parti fédéral que tu as le droit de faire n'importe quoi avec les données et les renseignements personnels des gens de la Colombie-Britannique. Puis ça s'est ramassé jusqu'en Cour suprême de la Colombie-Britannique, puis les partis politiques ont perdu. Puis tu sais, devant la Cour suprême, tu avais le NPD, tu avais les libéraux, puis tu avais les conservateurs qui étaient tous unis en harmonie pour dire que ça n'avait pas d'allure. Ils ont aussi tous voté. Il n'y a pas personne qui a voté contre le fait d'approuver cette loi-là. Puis étrangement, le Parti libéral en a pas parlé. Fait que, dans son speech, c'est le ministre des Finances qui présentait son projet de loi. Ben, il parle de long en large des baisses d'impôts, il parle de long en large de la réduction de la TPS, de la fin de la taxe carbone, puis là, ça finit là. La partie 4, on n'en parle pas. Puis après ça, tu as la personne du Parti conservateur qui se lève et qui dit, bien sûr, c'est le fun des baisses d'impôts, mais vous devriez baisser plus, mais qui ne parle pas non plus de cette partie-là. Il y a juste une députée du NPD pour le Nunavut qui a dit je comprends pas pourquoi il y a cette affaire-là dans le projet de loi. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer? Ça n'a comme pas rapport. Puis elle s'est fait ignorer la première fois. Ils n'ont juste pas répondu. La deuxième fois,
Elle a relevé la main, puis elle s'est relevée, puis elle a dit, excusez-moi, j'aimerais ça qu'on m'explique pourquoi qu'on parle de renseignement personnel dans une loi sur l'abordabilité. Ouais. Puis là, quelqu'un lui a répondu à une affaire un peu bidon sur on veut uniformiser ça partout au Canada. Mais par uniformiser, on veut dire rien. Parce que la loi fédérale ne s'applique pas aux partis politiques. Ça s'applique aux entreprises. Puis, en 2019, c'est quand même intéressant, l'Élection Québec avait fait un genre de survol ou étude de l'utilisation des renseignements personnels par les partis politiques provinciaux, mais on peut s'attendre qu'au fédéral, c'est la même affaire, là. Puis les partis utilisent beaucoup de données. T'sais, ils ramassent les données de la liste électorale. Ils font aussi, là-dedans, ils mettent aussi ce qu'ils ramassent en faisant du porte-à-porte. Là, si vous leur dites, moi, je suis vraiment fâché contre les chemtrails, mais ça va être écrit là, que c'est les chemtrails qui est le sujet qui vous préoccupe. Il va y avoir des informations sur votre ethnicité, sur votre âge, sur votre niveau socio-économique, sur plein de choses pour pouvoir vous envoyer de la pub targetée sur les réseaux sociaux pour savoir qui est plus susceptible de voter pour le parti. Donc, qui est-ce qu'on rappelle le jour de l'élection pour le pousser à aller voter? Et pour l'instant, la seule chose, c'est que les partis doivent eux-mêmes décider d'une politique de protection des renseignements, mais personne ne peut aller checker parce qu'ils ne sont pas assujettis à aucune loi. Puis, étrangement, comme c'est les partis qui décident, en tout cas, le gouvernement est formé par des gens qui viennent de partis. Personne n'est très motivé là, à aller changer ça. Là. OK. C'est comme un petit projet de loi ninja, là, où est-ce que comme il y a comme qui s'opposerait à des mesures pour rendre la vie plus accessible pour les gens? On va pouvoir en parler au prochain épisode là, de Cybercitoyen parce que Marc Carney Entraînement est en train de faire un Harper de lui-même. Puis juste pour le record, j'aimerais ça juste spécifier qu'entre moi et l'autre Harper, l'ancien Harper, il n'y a pas de lien qu'on peut prouver. Voilà. Prouver comment? C'est ça. Vous n'êtes pas des cousins éloignés, là. Je ne sais pas, mais on ne peut pas le prouver. OK. C'est bien. c'est ça le message que sur lequel je veux qu'on s'entende. Mais Harper faisait ça. Il faisait des bills omnibus, là, genre un truc de 4000 pages, puis la moitié, tu dis, ouais, ça a de l'allure, puis là, il y a comme une affaire, nous allons tuer tous les chatons dans le milieu, puis là, t'es comme, pourquoi, tu sais. Puis c'est un peu ça avec les autres projets de loi, dont un qui est sur les frontières, qui est un peu inquiétant. C'est supposément sur les frontières, puis là, on met plein d'affaires qui augmentent les pouvoirs d'interception puis d'espionnage des forces de l'ordre. Puis dans ce cas-là, on met un truc. Personne va se lever et dire non, moi je suis contre la remise de TPS pour le jeune couple qui veut s'acheter une maison. Mais tu passes une petite affaire puis personne n'en parle. Même sur les réseaux sociaux, c'est assez fascinant. Tu as les posts là, des ministres qui sont comme voici 3 raisons pour voter pour ce projet de loi. Puis c'est comme oui, mais il y en a 4 dans ton projet de loi, man. Il y a 4 trucs. Fait que c'est tout le temps. Raison 1, raison 2, raison 3. Puis ça s'arrête là. Puis personne ne parle du 4e truc. L'affaire, c'est que tout le monde demande à ChatGPT de faire un résumé, puis le nombre de caractères fait que le dernier bout est jamais tenu en compte dans le fond. C'est probablement volontaire que ça dépasse les quotas de ChatGPT public. Mais oui, mais c'est comme le Big Beautiful Bill aux États-Unis. C'est comme ces espèces de stratégies très conservatrices de bundler des affaires que les gens veulent, mais en même temps pousser un agenda, là, c'est une mauvaise traduction politique qui correspond à d'autres choses, puis c'est un peu étonnant de la part des libéraux de faire ça, mais en même temps, ils sont minoritaires, et comment les conservateurs vont voter contre ça après ça, c'est un peu ça aussi, là. Il y a comme un double piège. Mais c'est ça, puis là, ils sont dans l'ancien temps, le Parlement précédent, avec Justin Trudeau, il avait essayé de faire passer, c'était le projet de loi 65, là, si mes chiffres sont bons, qui était pas mal la même affaire. Le début de la partie là, sur les renseignements personnels et les partis politiques, c'était pareil. Mais l'ancienne version, il y avait quand même quelques provisions de plus qui étaient bien. Comme par exemple, ça empêchait les partis politiques de vendre les données qu'elles possèdent. Ce qui me semble un minimum. Je sais pas, en tout cas. Puis il y avait aussi, comme par exemple, s'il y avait une brèche ou un instant de confidentialité, la loi prévoyait que les partis politiques étaient obligés d'avertir les gens qui étaient impactés par cette brèche-là. Mais ça a été enlevé. C'est plus là. Ils l'ont juste... Puis ce qui est un peu étonnant, c'est que là, ils sont en train d'essayer de s'arranger pour la passer le plus rapidement possible. Normalement, un projet de loi fédéral
as une première lecture, après ça, tu as une deuxième lecture où que là, ils en débattent un peu. Ça s'en va en comité. Le comité, ça peut prendre des fois des semaines. Après ça, ça revient avec des amendements pour une troisième lecture et débat. Puis là, c'est comme approuvé par la Chambre. Là, ça s'en va au Sénat. Puis après le Sénat, ben là, la reine dit bravo, vous avez une nouvelle loi ou quelque chose comme ça. Puis là, ils sont comme entendus. Quoi? Oh, le roi, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, dans l'ancien temps, c'était une reine, mais là, c'est plus ça. C'est fini. Puis là, cette fois-ci, ils ont comme. Mais il y a une autre passe-passe que tu peux faire, c'est qu'au lieu de l'envoyer au comité, tu peux l'envoyer tout de suite au Sénat. Puis là, si le Sénat peut, eux autres, au lieu de le faire voir par un comité comme ils font d'habitude, ils peuvent décider, hey, les gars, on se commande à pizza à soir, puis on fait ça tout ensemble, puis on va en jaser. Puis là, c'est une façon, par exemple, soit pour les lois spéciales, comme pour forcer les travailleuses des postes à retourner au travail, là, ils vont faire ça comme ça. Fait que là, ça permet d'aller plus rapidement. Puis c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, ce soir, là, on est le 17 juin. Ils allaient étudier le projet de loi C4 hier, puis demain, ils étudient le projet de loi C5, là, celui sur la construction de projets, là, comme les pipelines, etc. Là. Donc, c'est ça. Fait qu'on, c'est très possible que d'ici à vendredi, le projet de loi soit adopté. Question. En tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer ce genre de choses-là? Parce que tu as raison. Tu sais, comme pendant que tu disais, il y a personne qui en parle. Malheureusement, pas grand-chose. Dans le sens que il y a genre, faut une qu'on prenne un unanimité. autobus à Ottawa puis qu'on ait comme levé des pancartes genre demain matin? Oui, tu sais, appeler son député, probablement dire, hey, c'est quoi cette histoire-là? Comment ça, vous avez fait ça? Pourquoi vous avez voté pour ça? Ça serait comme probablement le strict minimum. Ce qui est un peu tannant dans cette situation-là, c'est que tous les partis ont voté pour. Il n'y a personne qui a voté contre à la deuxième lecture pour envoyer ça au Sénat. Donc, tous les partis étaient d'accord, même pour la version un peu accélérée du processus. Fait que tu peux même pas te dire, ben écoute, on va appeler le parti d'opposition, on va essayer de faire une coalition avec eux autres. Tu sais, c'est vraiment un. Fait que oui, je pense que c'est d'appeler son député puis de dire, hey, ça n'a pas d'allure. Je trouve que mes renseignements personnels méritent d'être protégés. Puis c'est pas parce que vous êtes un parti politique que vous n'avez pas de responsabilité face à ces données-là, puis que vous pouvez faire n'importe quoi avec. Puis. Moi qui s'en va googler comment contacter mon député local pour envoyer un petit courriel ce soir après l'enregistrement du balado. Ah là là. qui va sortir après l'adoption. Le balado sort après l'adoption, là, d'ailleurs. Fait que, en même temps. Là, mais tu sais, j'ai trouvé un chapitre de livre d'un professeur de l'Université de Victoria. Puis là, j'aimerais ça lui parler à ce professeur parce que dans son livre, il parle un peu du processus qu'il y a eu des amendements là, c'est le projet de loi 64 là, qui a donné la loi 25. Les partis politiques, là, il paraît qu'ils ont fait un travail assez intense behind the scenes pour justement que les provisions qui touchaient les partis politiques soient pas dans la loi 25, mais qu'elles soient comme dans la loi électorale, puis pour justement diminuer les exigences. Comme par exemple, une entreprise va décider d'abord, pourquoi est-ce que je ramasse des données, puis après ça, tu obtiens le consentement, puis là, tu peux juste les utiliser pour les fins que tu avais déterminées. Puis quand tu as fini, quand on n'a plus besoin pour cette fin pour laquelle tu en as besoin, il faut que tu les détruises. Toute cette partie-là a été enlevée pour les partis politiques. Eux ne sont pas obligés de décider pourquoi ils vont en avoir besoin. Donc, ils peuvent collecter puis décider après ce qu'ils font avec. Ce qui est quand même une grande différence là, dans la façon de réfléchir à la protection des renseignements. Ça fait un peu rules for deep enough for me, un peu. Comme clairement. C'est sûr que nous, on est au-dessus de ça. Nous, on a pas besoin de l'argument qu'ils vont dire, c'est que nous, comme c'est la volonté populaire qui s'exprime à travers notre travail, on doit pouvoir comme faire ça. T'sais, ils vont souvent le défendre dans des arguments de liberté d'expression, de liberté d'association, tout ça, ce qui est, à mon avis, tiré par les cheveux. Beaucoup. Puis si je vais prendre l'axe de Cambridge Analytica, qui est un axe où ils ont utilisé de l'information pour faire influencer. Puis maintenant, il y a des analyses qui viennent contester à quel point ça l'a vraiment fait changer le vote, mais sans considération, il y a eu quand même l'intention de vouloir faire changer le vote basé sur des informations sur des électeurs aux États-Unis, du micro-ciblage.
Et en tant qu'électeur, moi, ça me trouble de penser que c'est des machines qui sont ultra faites pour me manipuler, pour les amener dans leur côté et non me faire valoir de faire un choix libre et éclairé sur des positions politiques qui sont les miennes, qui sont alignés avec mes valeurs. Fait que là, on est dans un contexte où puis là, on fait un peu référence à l'épisode 600 du Polyseeker, où justement, Catherine, tu mentionnais, l'objectif du marketing, c'est de m'amener à choisir des choix qui sont à la limite toxiques. Et quand on est en train de regarder ça d'un point de vue politique, on est en train de donner des cartes blanches, puis donc des passe-droits à travers des législations aux partis, aux différents partis. Peu importe les données qu'ils veulent pour pas m'influencer au sens où, genre, j'ai un bon argument, on va aller là, mais de manipuler mon intention de vote vers une direction que j'aurais peut-être pas faite si j'avais une discussion libre avec la personne avec qui j'avais devant moi, là. Définitivement. Puis justement, je les avais vus, les articles de Cambridge Analytica n'a pas vraiment eu d'impact finalement. Puis dans ma tête, c'est un non-sens. Parce que de dire ça, c'est de dire que le marketing micro-ciblage de pointe dans lequel il y a des milliards dépensés chaque année n'est pas efficace. On peut calculer le retour sur les investissements de ces publicités-là, puis ça marche. Ça convainc les gens. Fait que dans quel monde obscur est-ce que de vendre un produit ou de vendre une idéologie, ça fonctionne pas sur les mêmes protocoles? C'est les mêmes concepts au final, là. Ça s'applique sur la même chose. C'est le marketing de niche, c'est de te radicaliser dans tes goûts essentiellement. C'est le principe de l'algorithme, c'est que tu as des intérêts mainstream, puis tranquillement, il t'apporte une micro-itération à la fois comme une petite grenouille qui se fait bouillir vers des trucs vraiment niches sur lesquels ils vont pouvoir te vendre plus de contenu spécialisé. C'est la même chose politiquement. C'est une idéologie mainstream, puis ils te font transiger sur cette courbe-là vers des idéologies plus extrêmes. Puis c'est comme ça que tous les réseaux sociaux fonctionnent aussi pour le contenu. Tu commences avec une recette de lundi sans viande, tu termines frugivore. Parce que l'algorithme t'emmène vers les extrêmes. Puis de dire, mais ça marche pas pour les trucs politiques, c'est un peu, je sais pas, pourquoi? Pourquoi ça marcherait pas? C'est le même concept? Ouais, mais c'est ça. C'est là où mon malaise, c'est qu'en tant qu'électeur, qu'une main invisible vienne me pousser dans une direction qui normalement n'aurait pas été celle que j'aurais pris de façon libre et sans influence, me dérange parce que pour moi, je dois être un puriste, ou comme on disait Sam, dans l'ancien temps, je croyais que mon choix il est basé sur mes valeurs et fondamentalement comment je m'aligne avec le parti, les différents partis qui présentent. Donc, je vais mettre mon vote avec celui qui s'aligne le plus avec mes valeurs. Et là, c'est plus ça. Là, c'est comment le parti peut faire que je crois que machin, puis je vais acheter à 9,99 mensuellement un abonnement à telle affaire. Fait que là, c'est comme, moi, je suis outré parce que ça brise le fonctionnement du système démocratique comme il a été pensé et comment moi j'y crois. Comment dans mes valeurs à moi, le système démocratique doit se faire, qu'on n'est pas juste sur un échiquier marketing de comment on va réussir à me faire plier d'un bord ou d'un autre. Là, je trouve ça odieux comme stratégie parce que pour moi, c'est pas ça la politique. La politique, puis parce que ça a des incidences graves. Les lois, puis justement, le C4, c'est un exemple. C4 aura une influence importante sur des choses positives, mais ils ont caché des affaires qui auront peut-être des incidences négatives sur beaucoup de gens et ils ne le voient pas arriver parce que ça, puis ça a des incidences. Fait que les choix politiques qu'on fait ont des incidences sur notre quotidien et à l'heure actuelle, les Américains le voient gravement. Puis, tu sais, je suis ultra heureux de pas être américain parce que mes données n'ont pas été volées par des compagnies privées. J'ai pas été menti en pleine face comme quoi la vie me coûtait moins cher puis finalement ça me coûte plus cher que tous mes démissions puis que potentiellement mes voisins allaient être déportés. Fait que c'est ça que les autres vivent dans un contexte où ils se sont fait tromper et c'est le malaise politique et démocratique, il est grave parce que bref, mon rant sur la démocratie s'arrête là. Mais non mais juste un petit peu pour dire que la politique ça fait longtemps que c'est comme ça, dans le sens que
sais, des listes de pointage, ça fait longtemps que ça existe. Ou tu sais, quand les gens font du porte-à-porte, une des choses qu'ils font, c'est est-ce que cette personne-là est susceptible de voter pour nous, oui ou non? Puis ils le savent par ton code postal. Une des premières façons de cibler des gens, c'est les codes postaux. Mais il y a ça, mais après ça, c'est que la journée de l'élection, t'as des banques de volontaires, de bénévoles qui sont là puis qui disent, ben, écoute, on a une liste de noms de gens qui sont sympathiques à notre parti. Eux, on veut leur dire, on peut pas leur dire pour qui voter le jour du vote, mais tu peux les appeler pour dire, êtes-vous allé voter? Donc, puis ça se fait dans toutes les circonscriptions où c'est chaud, puis tout ça. Je suis d'accord avec ce point. C'est la mécanisation à l'extrême qui me dérange. Parce que quand on a, disons, si on monte 30 ans en arrière, cette mécanisation-là n'existait pas ou elle était très faible. Donc, il y avait un effort humain. Puis on revient sur le premier sujet, le AI. Cette paresse-là nous amène dans des zones inconfortables. Moi, que des gens prennent le temps de m'appeler, puis me parler ou faire du porte-à-porte, ça, j'ai du respect pour ça parce qu'il y a un effort réel qui est mis pour essayer de me convaincre de quelque chose. Ça, je respecte. Quand c'est un algorithme qui essaie de me tasser, là, j'ai plus de misère. Ou des recoupements de bases de données ou que j'achète des données de je sais pas moi, d'abonnement à des journaux pour savoir, tu sais, t'achètes-tu des journaux de gauche ou de droite? Est-ce que je peux acheter... il y a toutes sortes de données qui peuvent... C'est tellement plus pointu que ça. Oui. C'est tellement microscopique, les informations qu'on peut avoir. Puis, justement, le point du marketing, c'est de trouver le insight. Puis le insight, essentiellement, c'est ton point de vulnérabilité cognitive. Où est-ce que tu dis, cette personne-là, elle a une vulnérabilité là? Puis c'est quoi le message qui va pouvoir exploiter cette vulnérabilité-là pour te faire bouger dans tes comportements? Puis, mais je suis d'accord avec toi essentiellement que, tu sais, moi, dans ma tête, dans un monde idéal, il n'y aurait pas de campagne marketing, il n'y aurait pas rien. Genre, une semaine avant l'élection, les 4 programmes sont disponibles unbranded. Tout le monde est forcé de les recevoir par la poste imprimée. Prends un papier, note les plateformes, puis décide si tu votes pour l'option 1, 2, 3, 4, point, genre. Dans un monde idéal. Ou même pire que ça, sur le bulletin de vote, il y a une question sur les plateformes électorales. Faut que tu répondes sinon ton bulletin est invalidé. Wow. Ça c'est... Fait que si tu vas... Ça serait limitatif du droit. Mais fais ton choix 1, 2, 3, 4 en fonction de c'est quoi les promesses, puis peut-être le taux de respect des promesses historiques du parti. Point. T'as pas besoin de plus d'informations que ça. Vote à partir de ça. J'ai l'impression qu'on choisirait probablement des choses très différentes en tant que société si on était juste blanc sur noir, forcé à considérer sans la personnalité, sans le charisme, sans les slogans, ce pourquoi on vote. Puis un des exemples flagrants de ça, c'est justement aux États-Unis, je regardais les gens qui viennent de réaliser que Obamacare, c'était Medicare. Puis que dans le fond, le truc qu'ils voulaient annuler, c'était le truc dont leur vie dépend au quotidien. Puis ils n'avaient pas réalisé parce qu'ils s'étaient fait vendre le slogan que Obamacare, c'était mal. Puis c'est ça l'affaire, c'est que les plateformes sont pas claires, les promesses, les messages. Ça fait que les gens... C'est terrible parce que les Américains, puis ça c'est le plus bel exemple moderne de cette illusion qui leur a été vendue et sur lequel il y a tellement de gens qui ont cru à un message qui est essentiellement faux, comme tu mentionnes, et qui se trouvent à s'être tirés dans le pied sans même s'en rendre compte. Puis c'est d'une tristesse infinie et puis ça demande à quel point le système démocratique il est brisé. Puis j'aime l'idée, peu importe la solution qu'on y apporte, mais il faut que le choix devienne libre et qu'il ne soit pas un micro-targeté de genre moi je suis sensible au fait que genre il y a un peu de verre dans la publicité et que ça sent telle odeur. Moi c'est ça, je vais voter pour eux autres. Puis pouf, ça va être comme ça. Mais tu ris, mais c'est essentiellement ça va même plus loin que ça en termes de micro-targeting. S'il y a des odeurs dans leur pamphlet, moi je vote pas pour eux autres. Je vous le dis tout de suite. Non, mais on parle, mais comme un de mes trucs qui m'avait le plus choqué, c'est d'apprendre qu'une des pages Facebook que je suivais, qui était des photos de chiens, était en fait connectée à un réseau d'influence russe. Full propagande. Puis j'étais comme, what? Mais apparemment, il y a effectivement un lien entre vouloir regarder des photos de petits chiots bergers allemands et être
en mode All Lives Matter, il y a un pipeline de radicalisation qui mène de ça. Puis, tu sais, le lien est facile à faire. Là, c'est bergers allemands qui sont cute, là, mais comme c'est souvent des chiens policiers. Puis là, t'es comme supporter les forces, puis comme mais le fait qu'une photo sur 3, c'était Vladimir qui flattait un chien, ça pas. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas ça au départ quand ils se montrent leur audience de 1,5 million de gens. C'est pas ça, c'est vraiment juste des petites photos cute de chiens. Mais ça m'avait choqué d'apprendre ça, d'être comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a comme un méga meme pro-Trump, genre, qui viennent popper sur ma page où est-ce que je veux juste voir des photos de chiots adorables? Puis dans le fond, tu te rends compte en regardant une publication que le ton commence à changer, puis c'est graduel. C'est la grenouille qui bout. C'est 4. On revient, c'est 4. Mais, le fait que les partis politiques veulent se soustraire à tout contrôle de cette nature-là expose notre système canadien qui pourtant est un des moins contaminés à l'heure actuelle d'influence de cette nature-là à se soustraire à toute transparence, si on veut, parce que c'est un peu ça aussi dans nos services publics. Je pense que les partis politiques devraient pas avoir le droit de faire ce genre de publicité targetée-là. Grand public, audience canadienne, point. Ouais. Au moins, tu sais, je veux dire, notre système, l'avantage qu'il y a, c'est la limitation des dons. Ça aide quand même beaucoup de limiter la quantité d'argent qui peut être pompée dans le système. Il y a quand même du lobbyisme, il y a quand même des tu sais, comme je me souviens, tu avais fait une enquête sur un groupe religieux qui finançait des messages, puis comme, tu sais, eux, l'argent qu'ils investissent sur ces pubs-là, c'est pas compté comme une donation, mais le message sert quand même à supporter une plateforme par la base. Fait que, il y a clairement des façons de contourner essentiellement quand même, là. Ouais, puis, tu sais, Sam, pour le fait que tu traînes dans ces affaires-là, puis tu peux aussi... Ouais, non, mais c'est pas grave. Je suis un peu fasciné, là, parce que tu traînes dans des endroits vraiment beaucoup plus obscurs que les miens. Puis moi, j'aurais peur de me traîner dans ces endroits-là. Là. Je lève mon chapeau, là. J'ai pas dit que c'était pas grave. Ouais, mais t'as quand même dit, oui, mais effectivement, si on compare au super PAC américain, oui. C'est d'aucune mesure la même chose. Ça, je suis d'accord avec ce genre de choses-là. Puis le système électoral, pour l'instant, puis le système électoral canadien est quand même un peu plus résistant aux problèmes que les États-Unis vivent, si on prend l'exemple des Américains. Et comme le système judiciaire aussi est beaucoup plus imperméable à ce genre d'influence qu'on voit aux États-Unis. Puis c'est une bonne chose pour nous, là, c'est rassurant. Mais cette déviation-là on peut pas s'en soustraire nécessairement. Et justement, les groupes que tu étudies dans tes différentes publications sont probablement de bons exemples de militantistes qui peuvent faire basculer, comme on a vu aux États-Unis, ces bascules-là de ces groupuscules-là, qui finalement commencent à avoir une influence beaucoup démesurée par rapport à leur taille réelle. C'est exponentiel. Ça va peut-être paraître, oui, mais en ce moment, je suis plus inquiet du Parti libéral que des groupuscules radicaux d'extrême droite. Puis le problème qu'on voit, tu sais, le projet, tu sais, le C4, on en parlait beaucoup parce que ça fit un peu avec le sujet de Polysécure puis de cybercitoyen. C5 est 100 fois pire. Ça n'a aucun sens. En gros, c'est que si le gouvernement décide qu'un projet est d'utilité nationale, genre je veux passer un pipeline, il peut décider et aucune autre loi ne s'applique. C'est que les lois environnementales, les lois n'importe quoi, là, la loi sur les Indiens, donc tu sais, le respect là, des terres des Premières Nations, etc. Non. Le BAP et tout ça, oublie ça, là. C'est comme nous, on a décidé que c'était international, on va le passer. Puis c'est facile de justifier l'intérêt national. Ça aussi, un baillon a été passé, il risque d'être passé d'ici vendredi, ce projet de loi-là. C'est ça, c'est comme. Fait que là, c'est qu'on a voté contre Poilievre parce qu'on le voyait comme un genre de mini-Trump. Puis là, on a un parti libéral qui gouverne comme un Poilievre, mais en plus poli, en moins fendant, mais qui est, je veux dire, les politiques que le gouvernement de McCartney adopte en ce moment sont celles du Parti conservateur
d'il n'y a pas très longtemps, là. Donc, la fenêtre d'Overton a clairement shifté. C'est plus ça qui. Puis ça, ce que ça fait, c'est que pour se démarquer, les conservateurs sont obligés d'aller plus à droite. Parce que là, ils peuvent plus. Là, on vient de leur voler leur terrain. Fait que là, il faut faut qu'ils se déplacent à droite en disant bon, ils ont pris notre en tout cas, j'apporte. En tout cas, à ma perception, il y a certaines nuances, par exemple, parce que entre les libéraux et les conservateurs actuels sont très religieux, ce qui me dérange énormément. Les libéraux ne le sont pas pour le moment. Ils vont appliquer des mesures plus dures qu'on va retrouver chez les conservateurs, mais qui sont pas religieuses. Puis en ça, j'ai moins d'inconfort. J'ai pas dit que j'ai pas d'inconfort, mais j'en ai moins parce que on évacue l'aspect religieux de la conversation et c'est un des aspects de Poilievre qui me dérange le plus et dont Harper aussi d'ailleurs, c'est y amener la conversation religieuse dans l'environnement public et pour moi, ça n'a plus sa place depuis très longtemps puisqu'on doit prendre des décisions rationnelles qui sont en dehors de la religion et des croyances que des choses vont arriver par magie puis des choses comme ça. On doit s'appuyer sur la science. So far, les libéraux demeurent dans la science, mais ils ont un agenda qui est très conservateur, standard. L'armée, l'économie, c'est très, très comme ça. Mais en même temps, c'est l'ancien dirigeant de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada. Fait que là, on peut pas s'étonner de ça non plus. C'est pas un communiste, là. C'est pas un socialiste, là, le doute. Niet, il y avait des messages que. Oui, mais ça. Hey, écoute, là, ils ont dit que Biden était socialiste, là, à un moment donné, là. Fait comme ça. Fait entre un conservateur religieux et un libéral conservateur, je préférais entre deux mots de choisir le moins pire, puis c'est malheureusement ça qui nous est arrivé en tant que pays. Dans l'occurrence, on a choisi entre deux mots, on a choisi le moins pire parce que l'autre était religieux, puis il était vraiment à mon sens, à certains égards, une coquille vide. Parce puis on l'a vu à quel point il était incapable de pivoter sur son message, qui était un message de négatif. C'est genre méchant Trudeau. Là, tu fais comme, ouais, mais il n'y a plus de Trudeau. Tu fais quoi? Je sais pas. Axe de taxe. Non, mais là, c'est fini, là. Il s'en débarrasse. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas. Parce que mon seul programme, c'était ça. Tu fais comme, mais là, OK, ton programme est faible. Au moins, là, bref, mais pour revenir à ce que Catherine disait, ben il faut contacter. Puis c'est peut-être aussi un rappel à quel point on doit parler avec notre député régulièrement. Puis si on n'est pas content avec ce qui se passe, il faut solliciter notre député parce que c'est son travail. Puis si on l'oublie, on pense qu'on l'élit puis on en reparle en 4 ans. La réalité, son travail, il est quotidien et il faut qu'on lui rappelle comme électeur ce qui se passe, ça fait pas notre affaire et il y a une capacité de faire valoir. Ça a une limite, mais quand même, si tout le monde le fait, à terme, le message va passer, puis ce sera pas juste des articles dans le Journal de Montréal qui vont apparaître comme quoi le monde n'est pas content puis il se passe rien. Et là, on va nos représentants, nos réels représentants vont être au courant au minimum de ce qu'on pense. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je me rappelle qu'il y a eu ce chiffre-là dans le discours que notre devoir citoyen commençait et s'arrêtait un peu à ce processus d'élection-là, puis que si t'as pas voté, t'as pas le droit de chialer, puis comme t'avais juste à pas voter pour ça, ou genre that's it, that's all, puis t'as juste à voter aux prochaines élections si t'es pas content, alors que dans les faits, le processus citoyen va vraiment au-delà de juste voter une fois ou quelques années là, pour quelque chose. Ben, il devrait. Mais il y a quand même de moins en moins de démocratie dans notre démocratie. Les lieux démocratiques rétrécissent. Je sais que tout le monde dit personne n'allait voter pour les commissions scolaires, mais c'était quand même un lieu où que les citoyennes pouvaient s'impliquer. Même chose, les CLSC, sur le CA, c'était des gens de la communauté, du voisinage, etc., qui s'impliquaient et qui pouvaient prendre des décisions. Les syndicats, il y a quand même d'autres institutions démocratiques qui rétrécissent. Là. En tout cas, je trouve que l'espace démocratique diminue
en ce moment. Je dirais pas que l'espace démocratique, c'est l'implication des gens dans l'espace démocratique qui diminue. Parce que les outils sont encore à notre disposition, c'est juste qu'on ne les utilise pas, on les utilise plus. Et c'est ça qui est un peu tristonné dans l'histoire, parce que les élections municipales, scolaires, les CA sont encore disponibles. Ils n'ont pas disparu, là. Fait que l'espace pour qu'on aille s'installer dessus existe toujours. C'est juste qu'on ne les utilise plus. Il y a de moins en moins de gens qui s'y intéressent. Puis pour rebondir sur ce que Catherine disait, c'est j'ai voté, je n'en ai plus rien à foutre, je m'en vais. Non, c'est le fait de voter un député, c'est que tu délègues ta voix à quelqu'un qui va être sélectionné pour représenter l'ensemble de ta circonscription. Mais sa représentation, elle n'arrête pas au moment où tu as voté. Tu as peut-être perdu, ça rendu là, ça ne change rien. Parce qu'il demeure que même si tu as perdu, même si la personne qui est là, qui n'a pas voté pour, elle est là pour te représenter quand même comme un député, te représenter. Et c'est la fonction fondamentale. Et c'est si on n'y croit plus, et c'est plus ça le danger pour moi, c'est qu'on arrête d'y croire, donc on arrête de faire valoir nos droits. Et effectivement, on va cautionner la réduction de l'espace démocratique parce qu'on ne fait pas valoir nos droits en tant que citoyens. Et on les a encore, ces droits-là. Au Canada, on les a encore beaucoup. On les utilise juste pas. Puis ça, c'est un autre défi. Puis plus le temps avance, puis peut-être plus je vieillis, puis j'ai les cheveux blancs, puis je deviens chialeux, je sens que les gens abandonnent de plus en plus. Est-ce que j'ai tort de penser qu'ils abandonnent de plus en plus? Peut-être que c'était pas mieux avant, whatever. Mais plus je vieillis, plus j'ai l'impression que les gens se désengagent de la vie publique, de la vie qui a une incidence. À terme, ces lois-là ont une influence sur nous. C4, c'est un bel exemple. Il va y avoir des influences sur nos vies. C5 va avoir des influences sur nos vies. S'il décide que le pipeline passe dans ma cour, j'ai aucun recours. Il va passer dans ma cour. Fait que, comme citoyen, c'est important de savoir. Moi, je ne serais pas touché parce que je suis pas dans l'endroit où le pipeline va passer. Mais il y a des endroits dans l'Ouest canadien, ils sont là, ouais, on veut le pipeline, tout ça. OK, s'ils viennent saisir des terres agricoles qui touchent à des gens, est-ce que les gens vont être aussi favorables au fait que les pipelines vont passer là? Je suis pas convaincu que ça soit aussi positif que ça. Donc, on est toujours dans un contexte où si on ne fait pas valoir, et comme aux États-Unis, ils ont un réveil brutal sur ouais, genre, il va révolutionner les affaires, c'est correct. Oups, là, Medicare, ça marche plus. Oui, mais j'ai besoin pour mon insuline, pour mon diabète. Ah, il n'y en a plus, mais faut que tu le payes de ta poche. Oui, mais j'ai pas d'argent. Ah, just too bad, dude. C'est comme ça, tu as voté. C'est ça qu'on en est. Fait que c'est un peu ça qu'il faut qu'on soit capable d'arriver à réveiller peut-être les gens, un pas à la fois, un citoyen à la fois, de faire valoir ses droits de choses. Puis j'y crois encore beaucoup. Là, je suis très passionné parce que j'y crois encore beaucoup qu'au Canada et au Québec, on a encore cette capacité d'influence démocratique. Puis il faut le faire valoir. Sinon, c'est pas genre t'as pas voté. Non, va chialer à ton député. Puis c'est comme ça. C'est comme ça. Puis c'est au point où aux États-Unis, on le voit, il n'y a plus de turnover chez les congressistes parce que républicains, parce qu'ils se font rincer à l'heure actuelle et ils ont peur de se faire rincer. Et c'est le outlet, c'est l'endroit où les citoyens ont la capacité de faire valoir leurs choses. Puis on a ça encore. Écoute, je suis inspirée. Je suis prête à sortir mon corps rouge, mes casseroles, puis aller dans la rue, là, battre contre ces projets-là. Let's go! Faut se mobiliser, mais ça a eu une influence réelle. On parle des carrés rouges, ça a eu une influence. Il y a eu des lois qui en ont sorti malheureusement, mais ça a eu quand même une influence sur comment les choses. Le mouvement populaire a une influence réelle sur les politiciens. On n'est pas juste des victimes du système politique. Puis c'est peut-être ça. Puis là, je trouve ça un peu triste de dire que l'espace démocratique est rétréci. Je trouve ça triste de l'aborder de cette façon-là. C'est juste. Mais je suis 100% d'accord avec toi sur l'importance de l'implication puis tout ça. Quand je dis qu'il est rétréci, c'est que les CA de commission scolaire n'existent plus. C'est rendu des centres de services avec des CA nommés. Il n'y a plus de vote pour ça. Même chose pour les CA dans les mots de la santé. C'est plus des gens de la communauté, c'est nommé par le ministre puis par Santé Québec. Il y a des sièges, par contre, qui sont encore réservés aux citoyens.
il y a des sièges encore réservés. Je sais parce que dernièrement, je regardais pour m'impliquer sur des CA, puis il y avait Urgence Santé qui cherchait un citoyen. Puis la seule caractérisation pour pouvoir réussir à accéder, c'est qu'il fallait que tu aies utilisé des services d'urgence pour pouvoir être sur ce comité-là. Fait que il y a encore des sièges citoyens qui sont disponibles. Mais c'est pas, le CLSC, c'était la communauté qui gérait l'institution puis qui décidait des orientations puis tout ça. Là, c'est pas on parle pas d'un siège, on parle de le CA reflète la communauté dans laquelle il y a. En tout cas, fait, oui, ça se rétrécit. Puis je pense que oui, il y a, comme tu dis, il y a un effet un peu d'influence de. Une des raisons qui ont arrêté les élections scolaires, c'est qu'ils ont dit les gens votent pas. Fait que comme tu dis, les gens s'impliquent moins, donc ça donne l'excuse, disons, au pouvoir de se on enlève ça, là. De toute façon, les gens s'en foutent, on ne gardera pas ça. Fait que oui, la mobilisation, ça, je suis 100% d'accord de son importance. Mais moi, je trouve qu'on est sur une belle note positive pour de vrai sur le balado, puis je pense qu'on conclut avant qu'on retombe dans notre, notre pessimisme par rapport à tout. Je cautionne. Donc, sur cette note positive, si vous avez aimé le balado, si vous avez aimé la collabo, on vous encourage à nous aider à le faire connaître en parlant autour de vous, en nous donnant des 5 étoiles et des petits pouces en l'air sur la plateforme de streaming que vous utilisez. Et on vous dit un grand merci et à la prochaine! Merci! Bye bye!